Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de débuter cet épisode, j'ai 3 messages à vous partager. Le premier, c'est que cet épisode sort le 1er janvier 2024, donc de la part de toute l'équipe, à la fois Lionel, Jérôme et moi, nous vous souhaitons une excellente année 2024, que ce soit sur les plans personnels et professionnels. Le deuxième message, vous l'avez remarqué, c'est que nous n'avons plus publié depuis le 23 octobre 2023. Bref, ça fait un certain moment. Jérôme a été malade, j'ai été malade, il y a eu des soucis techniques, des rendez-vous manqués. Bref, on vous présente nos plus plates excuses et pour se faire pardonner, on vous a concocté un calendrier éditorial début 2024 du tonnerre qui vous promet normalement plus d'un épisode par mois. Bref, on va rattraper notre retard sur cette saison 3. Et puis, troisième message, vous l'entendrez dans cet épisode, nous avons tenté l'enregistrement vidéo et présentiel. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes. On a eu quelques soucis techniques, notamment la caméra plan large qui nous a lâché. On a aussi une résolution sur les deux caméras complémentaires qui n'était pas optimale. Il y a eu des soucis de lumière, on n'avait pas pris de lumière pour nous éclairer, on se basait uniquement sur la lumière du jour, ce qui fait que ça ne donne pas un rendu idéal. Bref, pour toutes ces raisons, on ne lance pas en grande pompe la chaîne YouTube C'est quand la pause. Ce sera peut-être pour d'ici quelques semaines. Mais néanmoins, pour les curieuses et curieux, vous pourrez retrouver la vidéo de cet enregistrement dans la description de cet épisode. Vous avez un lien Vimeo. Vous pourrez regarder cet épisode donc en vidéo et nous partager vos retours à travers le formulaire qui se trouve sur le site web, notre formulaire de contact. Si vous avez apprécié cet épisode ou si au contraire vous ne l'avez pas nécessairement apprécié et dans son format vidéo, n'hésitez pas à nous partager vos retours. Vous voyez, on essaye de faire évoluer le format de C'est quand la pause. On a travaillé sur le fond en vous proposant un nouveau format depuis septembre 2023. On travaille maintenant sur la forme à dépasser la version audio. On vous proposera, si on y arrive bientôt, la vidéo. On va tester le prochain épisode en enregistrement vidéo, cette fois-ci à distance. Et puis, on vous proposera peut-être aussi de l'écrit complémentaire. Bref, pas mal de choses pour continuer à faire évoluer le podcast C'est quand la pause durant cette saison 3. Je m'arrête ici et je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce 3e épisode de votre podcast C'est quand la pause. Alors 3 sujets comme chaque épisode. Aujourd'hui, Lio vous parlera du prix exorbitant de la formation synchrone. Ça va faire grincer des dents, je le pense. En deuxième chronique, Nico se posera la question et vous posera aussi la question par la même occasion. Quelle est la place de l'apprentissage en formation ? Et enfin, je prendrai la main pour le dernier sujet sous format de battle, Adi versus Sam. Lequel de ces modèles de conception pédagogique est le meilleur ? Programme alléchant, évidemment agrémenté de nos actus et recos comme d'habitude, et également agrémenté de mes 2 comparses qui vous ont certainement manqué aussi. Salut Nico, comment ça va ? Ça va bien, un peu malade, et ça explique pour nos auditrices et nos auditeurs la relative absence. Ça fait 2 mois qu'on n'a plus enregistré. On a pris un peu de retard. On a pris un peu de retard. On présente nos excuses. Ouais, et on a eu quelques maladies les uns après les autres. De mon côté, je sors peu à peu d'une grippe qui est toujours un peu présente. Donc il y aura peut-être une petite quinte de toux pendant l'épisode, mais ça devrait aller. Et quand même, il faut le dire, si vous nous écoutez uniquement en audio, c'est que normalement, si tout s'est bien passé, je touche du bois contreplaqué, on est maintenant en vidéo pour nos auditrices et nos auditeurs. On est en train de tester ce format, oui, donc on peut regarder. Coucou à la caméra, on a ceux qui nous regardent en vidéo. 3 caméras, voilà. Vous pouvez nous retrouver normalement si tout s'est bien passé sur YouTube. Et nous sommes accueillis par Silver Square qui est un espace de coworking qui nous a mis à disposition cet espace pour qu'on puisse enregistrer dans les meilleures conditions. Et c'est un espace que j'utilise moi-même en tant qu'indépendant. Je me balade dans les différents espaces de Silver Square pour
faire mes différentes activités, avoir mes réunions, mes formations, etc. Et il nous accueille aujourd'hui pour cet épisode. Mais donc ça va bien, vraiment heureux de vous retrouver, heureux de retrouver aussi les auditrices et les auditeurs. Effectivement, oui, je suis passé aussi par là. Je pense que beaucoup, à mon avis, de nos auditrices et auditeurs sont passés par la case maladie ces dernières semaines. Et une troisième comparse, Lio, Moi, toi, au niveau maladie, comment ça va? À travers tout, Oh là tout là, va quel bien. homme, Une quel homme, santé quel homme. de fer. À mon avis, je crains le pire pour l'été, où là, quand tout le monde va bien, je vais avoir la grosse grippe. On est en train de changer complètement. Ici, on ajoute de la vidéo. Prochaine étape, c'est quoi? On fait du live avec public. Il y a encore des idées derrière la tête, mais voilà, ce sera pas pour tout de suite. Tout va bien. De mon côté, rien de spécial à signaler. Je suis super content d'être là et d'expérimenter ce nouveau format. Et des chroniques qui promettent un petit peu de grincement de dents, je pense. Donc ça va être chouette. Effectivement. Et avant de rentrer dans les chroniques, on va peut-être faire un refresh, parce que ça fait quelques temps depuis le dernier épisode. Donc une première partie, on va partager nos actus, puis on fera nos chroniques. Chacun nos chroniques un peu grincement de dents. Et puis une petite reco personnelle en fin d'épisode, comme d'habitude. Mais donc les actus, Lio, je te laisse la main peut-être Ouais, pour partager ton ça actu va. du moment. Depuis, vous savez, ou vous ne savez pas, mais que j'ai changé de job il y a quelques mois maintenant. Et en changeant de job, j'ai changé complètement de setup de travail aussi. Et je suis repassé sur Windows. Oh. Ouais, oui, je suis passé sur Windows. Et donc, avec outil principal non plus Google Drive ou quelque chose comme ça, mais je suis repassé sur Office. Et j'ai découvert un outil. Déjà, ça se passe bien. J'ai survécu. Je trouve que autant je le vivais mal par le passé, autant maintenant, ça va. Pour le donc, travail tu au vis quand quotidien. même sur les deux, entre Ouais, ta j'ai vie l'impression personnelle maintenant, et ta Oui, vie c'est ça. Maintenant, c'est professionnelle. un genre d'écartèlement entre les deux, si ce n'est qu'il n'y a plus beaucoup de place pour la vie personnelle pour le moment. Donc, c'est beaucoup de Windows qui prend de la place. Mais j'ai découvert, donc comme je fréquente Office, j'ai découvert un nouvel outil qui est Microsoft Loop. Je me suis dit, tiens, un concurrent de Notion, parce que c'est comme ça qu'il se présente plus ou moins, dans l'écosystème Office, dans lequel on est quasi obligé de rester enfermé. Et c'est typiquement le type d'outil qui me manque. Donc j'ai expérimenté un petit peu ce Microsoft Loop. Et non, il n'y a pas de wow effect. Un peu comme tout sur Office, pas de wow effect. Tu te dis, ils comblent tous les espaces, mais un peu moins bien que leurs concurrents, je trouve. Donc pas de base de données, ou en tout cas, j'ai pas réussi à l'exploiter comme tel. La possibilité de faire une base documentaire, de taguer des personnes, d'intégrer des fichiers. Donc ça, c'est pratique, mais pas de base de données, donc de liens possibles entre des éléments. Mais c'est parce qu'ils sont pas encore à niveau et c'est vers ça qu'ils veulent aller, ou bien en fait finalement c'est pas vraiment comme un Notion. J'ai pas creusé, je me suis fait un peu. Ok. Et puis voilà. Donc je vais utiliser d'autres outils, même si c'est hors écosystème. Donc le retour sur Windows, bof quoi. Bah ça va, mais c'est juste les faux wow effect quand on est dans Office. Ouais, mais donc travailler avec les deux systèmes Mac et Windows, c'est pas encore top hein, parce que moi j'ai aussi plus Mac pour le privé et Windows forcément pour le professionnel, et j'arrive pas encore à trouver ce bon équilibre pour bien synchroniser les deux environnements. Et encore, je prends encore un tout petit peu la parole, j'ai connu pire, c'est-à-dire que dans un précédent job, c'était complètement fermé. On devait rester sur le matériel précisément qui était fourni par la société. Donc, il n'était même pas possible de se connecter depuis son matériel à soi. Et donc, ça faisait encore plus la barrière. Alors qu'ici, malgré tout, depuis son Mac, on peut c'est un se peu connecter perméable quand même. à l'écosystème Office. Et donc, ça va. Ça va. Donc, je survis, mais Microsoft Loop, allez voir. Je trouve qu'ils le brandent pas mal. C'est assez joli. Mais c'est un petit peu décevant, ou alors c'est moi qui n'ai pas réussi à l'exploiter. Ils ont mis plus dans le quoi. branding que dans le... Ça s'appelle Microsoft. Et donc si vous avez d'autres expériences, si certaines auditrices ou auditeurs ou d'autres expériences avec Loop, n'hésitez pas à nous le partager aussi. Nico, toi, ton actu? Mon actu, certains... À partie microbes. Oui, effectivement. Et en fait, il n'y a pas que sur C'est quand la pause que j'ai un peu disparu, que j'ai arrêté de publier. Certaines et certains l'ont probablement remarqué. Plus trop publié non plus sur ma newsletter, parce que depuis 2 mois, depuis la dernière édition qui date du 2 novembre 2023. Vraiment, on a été envahi de messages à dire mais qu'est-ce qu'il fait avec sa newsletter, Nico? C'est comme pour le podcast, mais il sort quand votre prochain épisode? On a eu public en furie, mais voilà. J'ai dû changer d'adresse mail, moi. C'était plus gérable. Mais donc, il y a tout un tas de réflexions, de raisons, de choix que j'expliquerai bientôt, et peut-être dans notre épisode rétrospectif 2023. Oh le teasing.
teasing. Oh là là. Qui paraîtra en avril 2024. Mais la principale de ces raisons, c'est que les activités au sein de Caféine Studio, donc vraiment mon activité d'indépendant, ont vraiment pris le dessus sur tout le reste. Pas mal de projets en ce moment qui m'ont occupé. Et voilà, à certains moments, c'est ça qui a pris le pas sur la création de contenu, sur la capacité à faire suivre toute la création. Mais c'est pas mal de chouettes projets et ça a été un moment de réflexion où ce que j'ai remarqué aussi, c'est que cette activité, je me suis pas mal posé de questions pendant toute cette année, mais cette activité de consultant en innovation pédagogique, de designer d'expérience d'apprentissage, j'ai vraiment remarqué que c'était ce qui m'animait le plus, ce vers quoi je souhaitais continuer à évoluer, peut-être en réduisant aussi un peu la création de contenu. Donc voilà, ça a été les gens ont peut-être l'impression que je publie moins, mais c'est aussi parce que d'une part, il y a d'autres activités qui sont peut-être moins visibles. Et tout de même, pour offrir un peu de visibilité à l'un des projets qu'on vient de terminer au sein de Caféine Studio, c'est un projet qu'on a mené pour Hub Brussels et l'équipe Women in Business qui a sorti un rapport sur l'entrepreneuriat féminin à Bruxelles. Et on a accompagné l'équipe à vulgariser les propos de ce rapport, un rapport à la base scientifique assez difficile à digérer. On les a accompagnés à développer un site web pédagogique, à développer des contenus qui vont être disponibles sur les réseaux sociaux et qu'on remarque qui sont déjà bien partagés, à repenser tout leur rapport pour vraiment engager les personnes dans la lecture de ce rapport. Et donc, voilà, les auditrices et auditeurs pourront retrouver ce projet en lien. C'est un projet dont je suis assez fier. Donc, je voulais aussi en parler ici. Top, voilà, tu fais bien, sur un bon partage aussi d'expérience pour tous les curieuses et les curieux qui nous écoutent. Et pour toi. Ou nous regardent. Ou nous regardent, effectivement. Pour ma part, l'actu, c'est que aussi au niveau pro chez Sephora, on est en réorganisation. Et donc, je suis reparti dans la constitution d'une nouvelle équipe. Alors, je dis reparti parce qu'il y a 3 ans aussi, j'avais constitué une équipe PEDA. Et là, on est reparti sur une autre mission d'équipe. Et donc, il faut un peu reconstruire tout ça aussi. Donc, définir quelle est la mission précise aussi, quelle personne, quel profil il y a besoin dans l'équipe, puis recruter, faire les job desks. Voilà. Et donc, c'est assez, je trouve, challengeant comme réflexion de dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on va vraiment faire avec cette équipe? Qu'est-ce qu'elle va délivrer? Quel profil on a besoin aussi? Des profils, oui, pédagogiques dont j'ai besoin, mais quel type? Est-ce que c'est plus des techno-pédagogues? Est-ce que c'est vraiment des experts de la pédagogie aussi? Parce que certaines analyses, recherches qu'on doit faire. Donc, c'est assez intéressant de réfléchir à ça aussi. Et puis aussi, on se rend compte de qu'est-ce qui existe un peu sur le marché aussi, puisqu'on peut avoir l'équipe de rêve, mais si on n'a pas ces compétences-là. Donc, réflexion assez intéressante. D'une part, la constitution de l'équipe. Et dans cette équipe-là aussi, il y aura la gestion d'un référentiel de compétences. Et donc, comment est-ce qu'on intègre un référentiel de compétences? Et je pense que beaucoup de boîtes, en tout cas, beaucoup de personnes se sont déjà posé la question en disant, OK, un référentiel de compétences, mais le temps que je le fasse, il est obsolète. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise, nous, pour définir l'offre de produits et services qu'on va mettre en place? Donc, voilà, c'est un challenge assez prenant pour le moment. Parce que voilà, ça a des conséquences pour l'avenir, mais il faut des choses très concrètes à délivrer maintenant aussi et avancer. Donc cool quoi. Donc voilà. Cool. Donc Clio, je bosse beaucoup avec Clio évidemment. Et comment ça se passe là-dessus aussi quoi. Bosser avec Clio, tu veux dire? Parce qu'il a parlé de son nouvel environnement. Parce qu'il a pas osé parler du reste à mon avis, mais il a pas parlé de ses collègues. Mais j'ai des clauses de confidentialité que je dois signer avant chaque épisode. Direct. Non, mais allez, ça c'est aussi intéressant puisque c'est vrai qu'on sera amené, on est déjà amené à définir, à se réorganiser nos équipes ensemble, mais bien voir aussi, ok, qu'est-ce qui est plus son équipe, mon équipe, quelle est la complémentarité surtout entre les deux. Et je pense que ça c'est en veillant à créer des ponts plutôt qu'à siloter quoi. Ouais. Ça c'est clair. Et donc voilà, en gros pour les auditrices ou les auditeurs qui se demandent mais c'est un peu nébuleux, moi j'ai plus en charge l'équipe qui va analyser le marché des compétences, du travail, de l'emploi pour bien pouvoir cibler, mais en fait maintenant qu'est-ce qu'on va faire dans notre offre, quel type de formation, quel produit, quel service on va pouvoir proposer à nos clients. Donc ça c'est vraiment la mission, donc analyser, donc vraiment se connecter au monde pour voir qu'est-ce qui existe, un peu une phase d'empathie si on prend les design thinking, mais ça va plus loin. Après il y a
recommandation, de la structuration de qu'est-ce qu'on va mettre dans notre offre aussi. Donc ça, c'est la grosse mission de mon équipe. Et Lio, après, plus dans la phase de développement, production, création. On par la suite, quoi. réalise les rêves. nous. En gros, moi, je dis et toi, tu fais, quoi. Voilà. Lui, il rêve et nous, on concrétise. Donc voilà l'actu pour l'instant, avec des deadlines qui sont assez... Enfin, faire ça dans un temps très court, effectivement, pour pouvoir rapidement mettre ça en place et pouvoir délivrer. Donc voilà, c'est une expérience assez enrichissante, mais très prenante. Enfin, et très prenante, plutôt que mais. Voilà un peu pour nos actus. On passe aux chroniques, messieurs. Chronique numéro 1. Le prix exorbitant de la formation. Prenez une situation ordinaire d'un employé lambda, même d'un individu quelconque. Plus simple encore, prenez-vous vous-même. Imaginez un instant que vous souhaitiez prendre quelques jours de congé pour pouvoir vous former à, à l'assertivité ou au montage audiovisuel. Eh bien, c'est juste de la folie. D'une part, vous tomberez sur une offre fournie. D'autre part, elle ne vous sera pas accessible. Ou à des prix exorbitants. Et je considère ici les formations synchrones, qu'elles soient en présentiel ou non. Il existe alors communément 2 grandes catégories. Les formations sollicitées par votre employeur, donc payées par lui pour augmenter votre productivité, et les formations s'inscrivant dans une démarche de remise à l'emploi et financées par les organismes en charge. Si vous n'êtes pas l'un de ces publics, et êtes donc concerné par le coût de la formation, bonne chance. Bonne chance parce qu'il n'est, la plupart du temps, pas rendu public. Sans doute parce que vous n'avez pas même accès à la formation. Et le reste du temps, il vous paraîtra simplement démesuré, égalant facilement votre salaire mensuel pour 3 jours de formation. Pour le coup, je salue Ségos, un organisme de formation, pour sa transparence. À la grosse louche, on arrive à environ 700 € hors TVA par journée de formation, qu'elle soit en présentiel ou en distanciel. Ce prix s'adresse clairement à des entreprises ou indépendants qui font passer ça en frais professionnels. Mais donc moi, pauvre individu qui souhaiterait me former à quoi que ce soit, je suis contraint d'opter pour un module asynchrone digital, ou la vente d'un organe. Et ça pose question. Et s'il y a cette question de l'accès, il y a également celle directement liée du coût. Que penser d'un jeton à 700 € pièce quand on sait que le formateur accueille une dizaine de personnes ? 2 cas de figure. Soit l'organisateur est également le formateur, auquel cas il encaissera X fois 700 €, soit l'organisme de formation fait appel à du personnel interne ou sous-traitant qu'il payera, dans le cas du sous-traitant, la plupart du temps, entre 700 et 1000 € la journée, soit le montant payé par un participant. Récapitulons. Si vous souhaitez vous former en synchrone, il vaut mieux que ce soit dans le cadre professionnel ou de la recherche d'emploi. Et le coût de cette formation avoisine les 700 €, lesquels n'iront sans doute pas dans les poches du formateur que vous aurez devant vous, lui-même ayant un revenu proche du vôtre. Ces montants sont juste dingues et excluants, mais sont-ils déraisonnables pour autant ? Est-ce le nouvel Eldorado ? Comment expliquer par ailleurs que le métier de coordinateur pédagogique soit en pénurie en Wallonie ? Et au passage, je salue ceux qui proposent de la formation originale à prix accessible sans pour autant qu'en pâtisse la qualité. Parce que j'ai quand même un petit peu généralisé. Ça vous évoque quoi, vous, ce coût de formation qui a priori semble inaccessible pour qui veut se former hors cadre professionnel, en synchrone et sans être dans une démarche de recherche d'emploi. Donc éventuellement pour de la reconversion professionnelle, mais pas obligatoirement. On est à 700 € par jour. Tu as creusé un peu le business model derrière, de savoir comment se répartissait après l'argent entre la logistique. Enfin, est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus sur... J'ai pas creusé ça et je pense que c'est clairement un élément de réponse parce que je ne suis pas sûr que le monde de la formation soit le nouvel Eldorado. Je crois qu'il y a de la place, mais je pense pas que ce soit le nouvel Eldorado. Donc il y a clairement cette histoire de logistique. Oui, il faut un local pour accueillir les personnes, il faut défrayer sur d'autres frais que la prestation même. Et puis il y a le coût de préparation aussi. Ouais. Et tout ça, ça a évidemment un grand coût. Première question peut-être. Pourquoi le synchrone semble-t-il réservé à ces 2 publics que sont les demandeurs d'emploi ou les personnes dans le cadre de leur fonction et sous octroi de leur employeur ?
Ouais, je pense qu'il y a une question de disponibilité avant tout. Les demandeurs d'emploi peuvent plus facilement se libérer, en tout cas en synchrone, sont plus flexibles. Et les employés, s'ils ont l'accord de leur employeur, ils peuvent mettre ça dans pendant leurs heures. Et ça c'est pour ajouter encore un élément par rapport à ta chronique du prix journalier. Il y a le prix de la personne pendant qu'elle suit la formation aussi. C'est un coût pour l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a les 700 €. Allez, envoyer quelqu'un en formation une journée, il y a les 700 € par jour pour reprendre ton chiffre. Mais il y a le coût de la personne, une journée aussi. Donc, pour l'employeur, c'est à prendre en compte aussi en disant cette personne-là, me coûte autant aussi pour la suivre en formation. D'où je pense, après là, je vais déjà peut-être un peu plus loin, mais plus une analyse personnelle ils ont un besoin des entreprises de bien réfléchir qui j'envoie. Pourquoi ? Parce que c'est un vrai coût financier. Alors, je suis pour, évidemment, que les gens se forment et développent leurs compétences, mais d'où vraiment la nécessité de bien réfléchir. Qu'est-ce que vraiment la personne a besoin ? Quelle est l'efficacité ? Quelle est la liberté qu'on va lui donner après aussi ? Parce que le prix est effectivement assez important pour une entreprise d'envoyer quelqu'un en formation. Mais ici, on est même dans le cas où c'est pas l'entreprise qui envoie. C'est toi, moi, Nico, dans le cadre de nos congés, j'aimerais bien me former à quelque chose qui n'est pas forcément en lien avec mon c'est entreprise. pour ça qu'il y a le développement de toute une offre parallèle, en ligne, des cours en ligne, sur asynchrone. Mais Il n'y a pas de synchrone, une offre comparable à ce qui est disponible pour les deux autres publics. C'est ça qui est bizarre. Mais est-ce qu'il y a beaucoup, je connais pas les chiffres précis, mais effectivement de personnes qui ne sont pas dans ces deux cas de figure-là, qui suivent ces formations à gros montants. Je crois qu'il y a la question de l'offre et de la demande aussi. Oui, à mon avis, il y a peu de demandes. Mais peut-être qu'il y a peu de demandes parce qu'il y a peu d'offres. Je ne sais pas trop comment prendre les choses non plus. Parce qu'il y a au niveau pro, il y a certains certificats interuniversitaires ou autres qui sont aussi à des prix pour une année, des fois à 5, 6, 7 000 €. Mm-hmm. Sauf si quelqu'un a vraiment reconversion et dit c'est vers ça que je veux, alors sa motivation est vraiment grande et dire ok, là ça me motive à franchir tous ces caps-là. Mais sinon, en dehors de ces deux publics qui sont chercheurs d'emploi ou les employés, je me demande quelle est la proportion de personnes lambda qui, de manière privée, disent je vais m'investir, à prendre du temps et de l'argent dans ce genre de programme-là. Je pense qu'en tout cas, ce sont des freins. Oui. Je pense que c'est pour ça aussi, tu le disais, il y a deux grands modèles qui sont liés à deux types de motivation qui émergent pour les personnes, on va dire, lambda, pas dans le cadre nécessairement professionnel. Mais c'est d'une part le modèle de la formation continue qu'elle se déroule en haute école ou à l'université. On va voir qu'on peut suivre une formation. Et là, c'est une motivation aussi extrinsèque d'avoir un diplôme, un certificat. Et où là, tu parlais de certains prix. Effectivement, ça dépend. Si on va suivre ça dans une école de commerce, le prix peut être plus élevé. Bien sûr. C'est de la formation longue aussi. Et c'est de la formation plus longue. À côté de ça, sur des motifs peut-être plus intrinsèques, on va voir que se créent plutôt des formations ou se crée une offre de formation plutôt sur l'offre de loisirs en quelque sorte. Des cours de cuisine, des cours de couture, des cours de dessin, etc., qui ont un certain prix. Et là, c'est pas forcément dans le cadre professionnel, mais il y a un intérêt. Donc, ce dont tu parlais, c'est peut-être ça. Est-ce qu'il y a réellement une demande au niveau individuel ? Est-ce que les gens vont chercher à développer leurs compétences professionnelles en dehors de s'ils sont demandeurs d'emploi, là, il y a un besoin, ou en dehors de passer à travers leur entreprise ? Finalement, peut-être pas tant que ça. Et il y a beaucoup de burn-out, il y a peu de place du coup pour la reconversion professionnelle, vu que l'employeur ne va pas nous encourager forcément à nous former fût-ce 2-3 jours à un domaine qui n'est pas l'actuel. Et si on veut le faire, ça nous coûte des prix l'offre n'est même pas adressée à nous. Je pense que justement, alors la personne lambda qui veut suivre ça doit vraiment bien réfléchir à l'efficacité, ou en tout cas ce que ça peut lui apporter directement. Ce que peut-être, là je vais faire un peu grincer des dents, mais ce qui manque dans la formation, dans les deux autres publics, en disant je vais suivre parce que soit c'est pris en charge par mon employeur ou dans le cadre d'une remise à l'emploi, mais tandis que si de manière personnelle je vais investir du temps et de l'argent, je vais réfléchir 4 fois plus à l'efficacité, est-ce que j'ai envie de me mettre peut-être, et alors qu'en formation professionnelle il faudrait le même réflexe, mais c'est moins visible, en tout cas les coûts aussi. Mais je pense que c'est dans le cadre d'adultes aussi qui veulent s'inscrire, c'est bien réfléchir
qu'est-ce que ça va m'apporter? Et si je suis dans un cadre d'une reconversion professionnelle, est-ce que c'est le diplôme qui va me permettre d'accéder à cette fonction-là? Ou moi, j'ai vraiment envie de faire ça et donc j'ai cette motivation-là aussi pour franchir ces caps de l'investissement en temps et en argent qui peuvent effectivement être très conséquents. Là où alors, je sais pas que c'est pas un paramètre, mais on se pose peut-être un peu moins la question. Allez, en formation professionnelle, en tout cas, la question du coût de l'employé est pas toujours prise en compte. Souvent, l'employé dit, je voudrais, ou on dit, il y a cette formation-là que je voudrais suivre. La première question qu'on pose, c'est combien ça coûte? Si c'est gratuit, on dit, à la limite, pourquoi pas si tu sais organiser ton travail. Dès que c'est payant, soit il y a un processus incroyable, soit c'est non parce que c'est payant. Et donc, on pose d'abord ces questions-là très pratiques avant de se poser la question, mais est-ce que, de un, t'en as besoin? Quelle est l'efficacité qui va être derrière? Est-ce que c'est bon moment? Toutes ces questions-là arrivent après le coût, enfin, après la question du coût. Et quand on voit certains coûts, ça peut, c'est un élément à prendre en compte. Et je comprends, je minimise pas. Je dis pas qu'il faut pas prendre en compte le prix de ça. Mais alors, prenons en compte le prix de l'employé aussi qui a envoyé en formation. Et surtout, quelle est l'efficacité, le besoin qu'il y a. Je pense que ça, c'est un grand message à faire passer aussi. Cette dimension d'efficacité, pour moi, elle est importante. Ça montre peut-être que ces formations synchrones d'1 à 2 journées, à nouveau, on va se faire des amis, elles sont peut-être pas si efficaces. Elles sont mises en œuvre dans le... Je vois pas de qui tu parles. Elles sont mises en œuvre dans un cadre professionnel parce qu'en fait, elles sont simples à organiser, mais on remarque que leur efficacité est pas énorme. Et donc, vu qu'elles sont pas efficaces, lorsqu'on a plus de liberté de choix de ces formations ou de choix d'autres types de formations, d'une part, on va choisir d'autres types de formations, on va choisir de développer d'autres types de formations. Quand on voit aujourd'hui, évidemment, c'est plus à distance, mais des parcours plutôt style bootcamp sur plusieurs semaines où on va avoir un accompagnement, des moments synchrones, mais aussi des moments d'accompagnement. On va voir que là, il y a ce temps long qui permet de développer ses compétences. Idem dans l'idée des certificats. Peut-être que ces formations synchrones d'1 ou 2 journées, elles ne sont pas si efficaces. Ouais. C'est difficile à concilier avec l'activité professionnelle par ailleurs. Tu ne vas pas prendre 3 semaines de congé pour aller en bootcamp, mais peut-être, oui. Si c'est plus... Pas. Alors, je pense que c'est la question de l'efficacité, justement. Il y a des gens qui suivent un certificat en même temps que leur boulot. C'est vrai. Et puis peut-être dire quelqu'un, OK, pendant 3 semaines, tu vas aller te suivre, mais si après... il y a vraiment l'efficacité qui est là, il y a un gap de compétences dont tu as besoin. Pour le coup, c'est le meilleur pari. C'est peut-être le meilleur pari que faire des jours plic-ploc qui ne servent à rien. Et par rapport à l'efficacité, on la mesure très peu pour savoir si on est efficace ou pas. C'est surtout ça. Est-ce qu'on est efficace? Je dirais pas non, mais je dirais pas oui. En fait, on mesure très peu cette efficacité d'aller suivre 1 ou 2 journées de formation et très peu de tous les côtés, de la part de l'employeur, de l'employé, des formateurs ou des formatrices aussi. On n'est pas dans la culture de mesurer l'efficacité de formation, surtout des formations plus courtes d'1 ou 2 journées comme ça aussi. Donc, ça, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là aussi. Petite question maintenant. Oui, il nous reste 2 minutes pour cette chronique. Quand je dis petit, c'est peut-être énorme. C'est comment est-ce qu'on calcule le prix d'une formation? Est-ce qu'on va lancer le débat du ROI d'une formation aussi, ou du ROE, ou de tout ça? Comment est-ce qu'on calcule ça? Moi, ce que j'ai pu voir, parce qu'on a fait un peu l'exercice en interne, c'est que pour un même... Et c'est très, pas dire high level, mais c'est très peu qualitatif comme info. C'est pour une même formation, pour un même sujet, sur un même format, on peut avoir des différences de prix d'un formateur ou d'un organisme de formation à l'autre, du simple au double. Mais quand tu dis prix, le prix du prestataire ou de la formation? Le tarif qui est payé au prestataire. OK. Enfin, le tarif demandé par le prestataire. En fonction de la thématique, les prix sont fort variables. Non, et parfois au sein d'une même thématique, en fonction des organismes, le prix est fort variable. Comment est-ce qu'on calcule ça? C'est la réputation, on fait un calcul du travail investi, c'est un mix des deux. Après, je pense qu'il y a 2 questions dans ta question. C'est comment ça se fait et comment on calcule. Comment ça se fait? J'ai l'impression que c'est la loi un peu du marché, de la négociation, et chacun négocie. Il y a un alignement. Il y a l'aspect un peu commercial. Mais là, comment on calcule? J'imagine qu'il y a d'office un prix de combien coûte une personne qui doit être disponible. Et donc, c'est très l'horaire. Combien de temps je passe pour préparer, pour animer la formation aussi. Et après, c'est la valeur que peut avoir cette formation-là aussi. Mais dans la valeur, pour moi, il manque toujours cet aspect efficacité, mais qui n'est pas toujours dans les mains du formateur non plus. Donc, le calcul n'est pas évident.
Oui, après ça peut dépendre aussi de la rareté de l'offre, de la personne. Enfin, m'arrive de mon côté, pour prendre un exemple qui n'est pas directement une formation, mais pour des conférences, d'en faire, on va dire, quasi gratuitement dans certains cas, et d'en faire payer d'autres pour 1 heure de conférence, plusieurs milliers d'euros. Et donc, il peut y avoir des variations qui vont dépendre aussi de l'investissement, de la documentation, du cadre qu'on va y mettre, peut-être Du client. Du client et du nombre de collaborateurs à toucher, du fait que cette conférence va être bimodale, donc avec certaines réflexions, enfin plutôt commodales, avec du présentiel, de la distance en même temps. Bref, il peut y avoir pas mal de paramètres qui vont jouer. Difficile de valoriser la préparation, en tout cas de cette formation, de qualifier, de quantifier le temps que ça nous a pris et de le répercuter sur le prix. Ou en tout cas, on ne sait pas le répercuter sur... on ne prépare pas une formation pour ne la donner qu'une fois, donc on ne sait pas. Je pense qu'il y a quelque chose de très tangible, c'est les coûts réels aussi. Si tu dois, s'il y a du catering, s'il y a un local, s'il y a un formateur, tout ça, tu sais facilement le calculer. Et après, c'est un peu la valeur et que ça apporte. Et là, c'est un peu plus subjectif aussi dans la discussion. Il y a un peu de benchmark aussi, et donc c'est un peu prendre tout ça en compte. Mais ça donne presque envie aux participants de lui fixer le prix qu'il est prêt à payer pour la formation. Après, pourrait être payer au résultat aussi. J'avais discuté il y a un petit temps avec un organisme de formation en dentisterie à l'étranger qui disait nous on paye nos formateurs au résultat. Et donc parce qu'ils avaient un test, après c'était certifiant, mais donc par rapport donc ils devaient préparer, c'était des stagiaires ou bref des participants ou des participantes à un concours ou à un examen, et donc en fonction des résultats de ces participants à l'examen, et donc là c'était vraiment payé au résultat, je dois les préparer le mieux possible. Et je pense que je discutais avec un des prestataires, il me disait oui, l'approche est totalement différente, parce qu'on doit réfléchir vraiment en termes de résultats et plus en termes uniquement de moyens. Alors, sachant qu'il y a d'autres paramètres. Mais évidemment. Et donc c'est là, je dis pas que c'est mieux, mais ça change complètement. Il me disait ça change complètement le paradigme de dire je dois préparer des gens et je serai payé en fonction du résultat. Alors en dehors de l'aspect je suis payé, c'est à quoi je dois amener mes participants. Mais je trouve l'approche intéressante. Peut-être que chacun, prochaine formation qu'il donne, essaie de réfléchir. Si maintenant la valeur était uniquement dans le résultat que ça donne, est-ce que j'aborderais les choses différemment? Moi j'aime bien l'idée du coût qui n'est pas fixe. Comme pour le pain, il y a des boulangeries dans lesquelles tu peux... c'est un prix minimum et puis après tu donnes ce que tu peux parmi 3-4 prix qui sont proposés. Et je crois que c'est difficile à gérer pour la personne, pour le boulanger, mais je pense que c'est pas mal pour le client. Cool, mais plein de questions ou suggestions, mais on a déjà un tout petit peu dépassé cette chronique-là. Mais donc, on va passer à la deuxième chronique. Chronique numéro 2. Quelle est la place de l'apprentissage en formation ? Alors, cette chronique, c'est le récit d'une révélation. Le genre de révélation qui transforme votre vision du monde, un peu comme apprendre que le Père Noël n'existe pas ou qu'on ne peut pas réussir à lécher son coude. Ouais, non, essayez, c'est difficile. Cette révélation, je l'ai eue suite à la lecture du livre recommandé dans le dernier épisode, Apprendre à apprendre. Et à vrai dire, le sous-titre de l'ouvrage aurait dû me mettre la puce à l'oreille, un peu de psychologie cognitive pour les pros qui veulent optimiser leur potentiel. Le livre part d'un simple constat. Chacun d'entre nous a pu en faire l'expérience. Il ne suffit pas d'assister à une formation pour construire des connaissances et développer de nouvelles compétences. Oui, j'avais lu cette phrase dans l'introduction du livre sans y prêter tant d'attention. Plus loin, les auteurs écrivent même « On parle aujourd'hui d'organisation, de société et de planète apprenante. Mais est-ce que nos expériences d'apprentissage, vécu professionnel, formation, séminaire, lecture, se suffisent-elles à elles-mêmes dans un monde qui change ? Assurément pas. » C'était écrit noir sur blanc, mais je n'avais pas encore eu le déclic. C'est en parcourant les 6 facettes de l'apprentissage que les auteurs explorent que la révélation a eu lieu. Ces 6 facettes, importantes pour apprendre, je vous les rappelle au cas où, ce sont les bases de la motivation, les pratiques pour mieux organiser et planifier des apprentissages, les techniques pour rester concentré, les méthodes efficaces pour apprendre durablement, les manières d'apprendre efficacement à plusieurs ou encore les façons de réguler ces apprentissages en continu. Et ma révélation, elle a eu lieu en 3 temps. Temps 1, ces 6 facettes sont réellement essentielles pour le développement des compétences en entreprise. Temps 2, mais quand est-ce que ces stratégies sont exploitées en formation, avant, pendant ou après ? Et surtout, quand est-ce qu'on laisse le temps aux collaboratrices et aux collaborateurs d'apprendre pour réellement développer leurs compétences ? Temps 3, oh mon Dieu !
Mais ça ne se produit jamais, en fait. Si vous avez suivi la chronique, les auteurs en avaient fait le point de départ de leur ouvrage. Je ne l'ai compris qu'à la fin de ma lecture. Pour développer des compétences, il faut avant tout apprendre et utiliser des stratégies d'apprentissage. Laissez-moi vous partager quelques illustrations. Si je vous dis 6 x 7, probablement, effectivement, que 42 vous vient directement à l'esprit. Si vous êtes en voiture et que vous souhaitez tourner à gauche dans un carrefour, vous allez ralentir, mettre votre clignotant, vérifier ce qui vient d'en face, de la droite ainsi que de la gauche, ensuite tourner parce que vous avez appris cette procédure, vous l'avez faite à plusieurs reprises, d'abord sans être capable d'assurer l'enchaînement et ensuite par répétition et erreur en réussissant peu à peu les différentes actions. Et je parle d'un vécu assez récent là. Et que ce soit la conduite ou les multiplications, vous avez dû répéter ces connaissances à plusieurs reprises, faire des erreurs, analyser ces erreurs, penser la manière de les dépasser, rester motivé pour surtout finir par réussir et donc reprendre ces connaissances ou procédures après un certain temps pour être sûr surtout de ne pas les avoir oubliées. Bref, vous avez utilisé des stratégies d'apprentissage. Je vous pose la question, quand est-ce qu'une formation vous a permis de mettre en œuvre ces stratégies d'apprentissage ? Je caricature, mais probablement jamais. Peut-être que, au mieux, vous avez eu un exercice d'application avec un feedback de la formatrice sur votre production. Peut-être que le formateur vous a proposé un système pertinent de prise de notes pour vous amener à sélectionner ce qui était essentiel dans sa formation. Et à travers cela, mettre en œuvre ce qu'on appelle des stratégies cognitives de traitement de l'information. Mais ce n'est là qu'une infime part de l'apprentissage, ou plutôt des stratégies d'apprentissage nécessaires au développement des compétences lors d'une formation. Stanislas Dehaene le disait pourtant dans son ouvrage « Apprendre », assez célèbre, sorti en 2018, le principe directeur est on ne peut plus clair, un organisme passif n'apprend pas. Alors arrêtons de nous demander pourquoi la formation professionnelle n'est pas efficace, et on en parlait dans la chronique précédente, ou pourquoi les individus ne développent pas de nouvelles compétences. La réponse est simple, parce que rien, de mon point de vue, je le rappelle, ou presque, n'est fait pour apprendre. Demandons-nous par contre comment nous pourrions remettre de l'apprentissage dans le monde de la formation, que ce soit avant, pendant ou après une formation, en mobilisant tous les acteurs concernés. Mais peut-être que là, ce n'est plus une révélation, mais une illusion. Voilà pour cette chronique. D'abord, avoir votre point de vue sur cette dimension. Alors, je caricaturais peut-être un peu, mais à quel moment vous vous souvenez que vous avez réellement appris ou du moins fait usage de stratégies d'apprentissage lors d'une formation, si ce n'est dans le fait de traiter un peu la formation qui était à votre disposition, vraiment d'évaluer les choses, de développer ses compétences en mettant en œuvre des stratégies d'apprentissage. Moi, je pense que la formation n'est qu'une étape en fait dans l'apprentissage, et souvent on le voit comme une fin en soi. De nouveau, je caricature et c'est pas le cas partout, mais c'est qu'une étape, parce que tu parlais de avant, pendant, après. Je pense que là, avant, on en a un peu parlé dans la chronique précédente, c'est quoi mon problème en fait, et je pense que c'est commencé par ça. Je sais que quand je le dis, pour avoir discuté avec certaines personnes, ils sont un peu choqués, mais pour moi, s'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'apprentissage. Et il faut pas voir le problème toujours de manière négative, mais en tout cas une situation qui peut être améliorée directement. Alors, je fais peut-être un focus très spécifique sur la formation professionnelle, qui est plus ma réalité. Et donc d'abord, se poser la question, c'est quoi le problème? Et s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'aller suivre une formation. En tout cas, si on veut qu'elle soit efficace. S'il y a besoin juste de remplir un bilan social ou de suivre une formation, on peut le faire. Il y a ça aussi. Et donc, la formation permet de engranger peut-être un peu de connaissances qu'on n'aurait pas pu avoir, d'être un peu accompagné aussi, de mettre certaines choses en place. Mais même pendant la formation, elle peut être la plus pratique possible. Ce sera pas suffisant parce que c'est encore dans le contexte de la formation. Et même si on a un feedback de la formatrice ou du formateur, c'est encore après dans sa réalité professionnelle, comment est-ce qu'on va le mettre en place sur du moyen long terme pour vraiment dire on a développé une compétence. Donc voilà, je prends différents éléments pour se dire que la formation, pour moi, il n'y a pas d'apprentissage parce que c'est pas possible en formation, en fait, de développer une compétence juste en formation. Il faut que ce soit plus large que ça. Et tu parlais d'un peu de tous les acteurs. Et vous connaissez un peu mon point de vue aussi sur l'écosystème et le rôle aussi de l'environnement de l'apprenante et ou de l'apprenant est hyper important pour vraiment dire on développe une compétence. Moi, j'abonde dans votre sens. Je crois que ça n'a jamais lieu en synchrone, ce vrai apprentissage. Et je crois que le déclencheur, et je dévoile rien ici, c'est que soit c'est une conscience d'un
d'un besoin, comme tu le dis, où là, la formation peut peut-être répondre d'une manière ou l'autre avec des éléments qu'il va encore falloir... Oui, ou que la formation peut aussi permettre de prendre conscience peut-être sécuriser. d'un besoin aussi, parce qu'on n'est pas toujours Ça serait conscient pas mal, ouais. de son besoin. Mais c'est surtout, et c'est là que je ne vous apprends rien, c'est il faut avoir l'occasion de se planter. Et en formation, je pense qu'il y a peu de moments qui sont faits où on a l'occasion de se planter, où on voit l'erreur. Et l'erreur, c'est pas juste une mise en commun, c'est pas juste un feedback, c'est on est face à un échec et on voit ce qu'on doit mobiliser pour pouvoir surmonter cet échec-là. Et il n'y a pas de place pour ça en formation. La formation, pour rentabiliser son temps souvent court, ne permet pas ça. Donc elle va être... le temps court force la formation d'être assez dense et de ne pas permettre cette prise de recul, cette prise de conscience. Donc non, je pense que autant la formation n'apprend pas à apprendre dans le cours de la formation, autant je trouve nous, participants, on a peu appris à apprendre aussi. Et donc à faire quelque chose avec quelque chose qui ne nous apprend pas directement à apprendre. Donc, ok, est-ce qu'on doit engranger ? Qu'est-ce qu'on doit faire de ce qu'on apprend en formation ? C'est-à-dire qu'on a trop d'attentes sur la formation, qui a une Et pas sur le reste à côté, quoi. D'analyse en amont, d'utilisation en aval. En amont, enfin, est-ce que ça, c'est le rôle des responsables formation, et je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Est-ce que c'est leur rôle dans l'analyse des besoins Il y a d'une part l'analyse des besoins pour voir, en accord avec les managers, quels sont les besoins d'une équipe pour développer ses compétences ou d'une personne, mais de bien faire comprendre à la personne les compétences, qu'est-ce qu'elle va mettre en œuvre ensuite, suite à la formation. Est-ce que c'est ça le rôle ? Vous avez une meilleure vue que moi là-dessus. Après, si on reste sur la focus sur formation professionnelle, après on pourra élargir peut-être aussi la discussion sur autre. Mais oui, c'est le rôle des départements responsables formation, L&D en entreprise, mais pas que, toute la responsabilité, pas chez eux non plus. Je pense qu'on parlait de besoins inconscients ou inconscients. Ça peut venir de l'apprenant ou l'apprenante lui-même ou elle-même qui dit là en fait je me rends compte que, et en discussion après avec son manager ou avec le responsable formation ou le manager qui constate ça aussi. Donc ça peut venir de différents endroits, mais soutenu effectivement par le département formation qui elle-même accompagne les managers et qui autorise aussi. Et donc là on en revient peut-être à l'écosystème et à l'organisation apprenante, allez réécouter le podcast là-dessus parce que je crois pas spécialement à l'organisation apprenante, en tout cas telle qu'elle est décrite maintenant, mais c'est un peu, je pense que c'est un peu ça, cette prise de conscience, mais ça vient, oui, c'est un écosystème, c'est différent, c'est multi-personnes, et pour moi les responsables formation, c'est créer cette culture-là, mettre à disposition des outils aussi. Donc, un outil de discussion, on dit voilà, je parlais tantôt d'identifier quel est mon problème, mais ok, est-ce qu'il y a un outil qui peut m'aider à me poser ces questions-là aussi, aider le manager aussi à avoir ces discussions régulièrement, et pas que à l'entretien d'évaluation pour planifier les formations et faire le budget pour l'année d'après aussi. C'est un travail permanent de dire ok, où est-ce que tu te sens au niveau compétences, qu'il y a des choses dans ton job maintenant que tu n'arrives pas à faire ou bien faire, et que c'est ok, parce que souvent ça peut être mais je vais pas oser dire que ça j'ai un problème parce que je vais être vu négativement, et donc on en revient à c'est normal de se planter aussi. Et même quand on a conscience du problème, je trouve que la manière la plus simple d'y répondre par la formation, ce serait la formation individualisée. Et va suivre une formation. Ne l'est pas. Et le seul moment où la formation peut être vraiment en phase avec une demande, c'est soit elle est individualisée, et c'est souvent un rôle pris en charge avec l'informel. On va demander à un collègue, tiens, je rencontre ce problème-là, est-ce que tu peux me filer un coup de main ? Soit c'est sur du hard skills, c'est savoir faire des pivot tables dans Excel. Ça, c'est très, très mesurable, quoi. En fait, c'est très mesurable. L'efficacité, tu sais faire ou tu sais pas faire. Mais pour le reste, pour tout ce qui est plutôt soft, plutôt transversal, ce sera jamais en phase avec ta réalité directe. Du coup, tu as besoin, toi, de savoir quoi faire avec ce que tu vas apprendre. Donc, ça te demande cet effort, et toi, tu n'as pas spécialement non plus appris à savoir quoi faire avec ce que tu allais apprendre pour le mettre dans ta réalité. Non, mais c'est là où je pense que tes responsables formation et ou /tes managers peuvent aussi t'aider, à condition qu'eux soient aussi
accompagner et ses compétences Ouais. d'accompagnement là-dessus. Mais je pense que c'est ça qu'il faut essayer de valoriser, dire ok, c'est vraiment mise en pratique dans ta situation réelle. Et c'est pour ça tantôt, Oui, c'est je pas disais juste au quel est le démarrage, problème. à la sélection de la formation, c'est vraiment l'accompagnement aussi au retour de formation. Oui, mais pour moi aussi, on identifie le problème, ça permet de voir est-ce que la formation est la meilleure réponse. Aussi, j'ai un problème, tu vas suivre une formation, peut-être pas, peut-être que c'est aller demander à un collègue, peut-être que c'est avoir un feedback de l'autre, c'est peut-être du mentoring, c'est peut-être de l'info, enfin voilà, c'est peut-être plein de choses. Ou si c'est une formation, ce serait qu'une étape là-dedans, dans ce plan-là aussi. Mais ça demande effectivement du temps d'analyse, et c'est là où je pense que les responsables formation peuvent vraiment aider dans cette phase en amont d'identifier quels sont les besoins en compétences, et le manager après de laisser l'espace en sachant qu'il va peut-être y avoir des erreurs, mais c'est comme ça et ça fait partie du processus d'apprentissage aussi, parce qu'il n'y a rien de pire que ok, tu vas aller suivre cette formation-là, voilà, ça coûte au moins 700 € par jour, et puis après tu reviens et le lendemain rien ne se passe, rien ne change, et finalement tout le monde a perdu son temps, son argent, et donc ça demande peut-être un petit peu plus de temps en amont, mais si on veut garantir ça, on doit passer par là. Et d'accompagnement encore en aval. Ouais. Mais là, on était sur formation professionnelle. Est-ce que si on prend dans l'enseignement, on peut avoir la même réflexion? Est-ce que c'est possible? Puisque là, il y a moins cet environnement de direct, je peux mettre en pratique dans mon environnement de travail. Ouais, Quoi. autant dans l'enseignement supérieur, par exemple, on va perdre la dimension utilitariste Sens, de l'apprentissage et sens, parfois, pas toujours, mais du moins peut-être dans les premières années. Par contre, on va pouvoir jouer sur une dimension temporelle de l'apprentissage. On va pouvoir proposer aux participants, si évidemment on leur fait pas un cours ex cathedra sur syllabus, en lisant un diaporama, etc., on va pouvoir leur permettre d'expérimenter certaines choses dans les cours, en dehors des cours, faire des jeux de rôle, de la pédagogie par projet et des choses où les étudiants et étudiantes vont mettre en œuvre des stratégies d'apprentissage. Donc ça, c'est... Effectivement, on perd peut-être la dimension de sens. Et donc, il y a souvent un travail de création de sens auprès des étudiants qui va être important pour leur faire prendre conscience du sens d'un cours et de la place de ce cours dans un programme universitaire. Mais à côté de ça, on a plus de temps que dans la formation professionnelle pour développer. Puis on a, Et le droit à l'erreur aussi, et la valorisation de l'erreur. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Mais, je l'ai dit, moi, je suis pas super tendre avec l'école non plus. Hein. Non, on va nous en rendre compte. Mais écoute, ce sera peut-être pour ta prochaine chronique aussi sur l'enseignement, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire aussi. Mais ce que je voulais aussi dire pour les formateurs ou formatrices qui nous écouteraient, en tout cas, moi, j'essaie aussi d'utiliser, dans le cadre, si je reviens vite sur la formation professionnelle, d'utiliser des cas réels et des cas authentiques aussi en formation et d'aller les chercher un maximum chez les participants. Non seulement ça favorise aussi l'engagement parce qu'on travaille sur mon propre cas, mais ça peut favoriser aussi l'efficacité, la motivation de dire ok, mais je viens avec mon propre cas, je vais le discuter en formation et le transfert après dans sa réalité, il doit avoir lieu, sinon on loupe de toute façon une partie, mais ça va favoriser ça aussi et donc voilà, je vous invite à vite aller chercher même en amont des cas réels de vos participants, ou même groupe par groupe. Quoi. Dernière petite chose, peut-être dernier conseil. En une minute, oui. En une minute. C'est déjà probablement de lire ce livre. Autant il y a 2 épisodes, je plaidais pour une pédagogie de la pédagogie. Aujourd'hui, je plaide aussi pour une sorte de pédagogie de l'apprentissage ou un apprentissage de l'apprentissage, un apprentissage de comment apprendre. Je pense que ce sera aussi la meilleure manière de rentabiliser les choses. C'est de rendre à la fois les étudiants, mais aussi toute personne capable d'apprendre par elle-même, pas nécessairement, mais de développer les bonnes stratégies d'apprentissage, quel que soit le type de formation qui est proposé ou type d'expérience d'apprentissage. Comment bien apprendre lorsqu'un collègue m'explique une procédure, comment bien apprendre lorsque je suis une formation, lorsque je regarde un tutoriel. Là, donner ces compétences de base pour bien s'approprier ces différents types d'expériences d'apprentissage, ça pourrait être la base. Et la base, pour moi, elle passe par le livre dont je vous parlais. Donc, je vous refais cette recommandation parce que c'est un livre qui peut être utile pour vous, pour mieux apprendre, mais aussi pour réfléchir, quelle que soit votre posture, à comment mieux faire apprendre d'autres personnes. Ouais. Et qui serait peut-être un rôle de l'enseignement aussi, mais on clôt. On en parle on clôt. Et aussi, petite reco, parce que j'y pense, il y a un bouquin de Charles Pépin qui s'appelle Les Vertus de l'échec. On vous mettra aussi en référence, en description, qui décrit justement l'importance ou la nécessité même de l'échec dans l'apprentissage. Donc,
Si les responsables de formation, formateurs, enseignants ou autres veulent lire ça, ça peut être aussi intéressant pour l'intégrer dans leur pratique. Merci Nico. Merci Nico. Avec plaisir. Passe à la dernière chronique. Chronique numéro 3. Battle de conception pédagogique. Adi versus Sam. Dans le monde cruel de la formation, une bataille féroce fait rage auprès des conceptrices et des concepteurs pédagogiques. Chacun se bat pour défendre son territoire, ses idées, ses convictions profondes. Sans cesse, c'est un éternel recommencement. Il ne se passe pas un mois sans qu'un post, un article, une opinion, une présentation ou un sens ou sous-entendu n'y fasse allusion. Mais quel est donc l'objet de cette tension ? Eh bien, au centre des préoccupations, la conception pédagogique. Et plus particulièrement, différents modèles de conception pédagogique qui semblent s'opposer durement. Mais qu'est-ce que la conception pédagogique ? Reprenons la définition de Reiser et d'Imsey de 2011. La conception pédagogique est un système de procédures utilisé pour développer des programmes d'enseignement et de formation selon une méthode cohérente et fiable. Donc parmi ces différents modèles, deux sortent particulièrement du lot et attirent de nombreuses virulences. Il s'agit de deux acronymes. Tiens, leur voilà déjà un point commun. Alors à ma droite, le fameux ADI, le modèle de conception pédagogique le plus connu et le plus reconnu. Pour l'histoire, il s'agit d'un modèle initié par l'Université de Floride pour l'armée américaine dans les années 1970-1970 pour les Français, et faisant partie de la famille des modèles ISD pour Instructional System Design. Alors au départ, il se nommait simplement le Five-Step Approach, car ADI est en fait un acronyme pour chacune des 5 phases qui la composent. Rapidement, A pour Analyze, identifier le contexte et les besoins, éventuelles des formations. Deuxième phase, le D pour le Design, pour définir les objectifs et scénariser l'expérience de formation. Troisième étape, D pour Develop, créer le matériel et mettre en forme le trajet de formation. Quatrième étape, le I pour Implement, rendre disponible et faire vivre la formation. Et dernière étape, le E pour Evaluate, évaluer la qualité et l'efficacité de la formation. Alors sur ce modèle, son atout principal, sa facilité de compréhension et d'appropriation. Une de ses faiblesses pointées, c'est son processus très linéaire, les délais de livraison, son approche un peu waterfall. Et donc, voilà. Alors, de l'autre côté, en opposition, à ma gauche, on a le SAM, pour Successive Approximation Model, développé par Michael Allen dans son livre en 2012. Alors, SAM est considéré comme une méthode agile, bon, à peu près comme toutes les choses actuellement, si on veut être un peu hype dans son business. Le principe est l'utilisation d'un ou plusieurs cycles itératifs pour créer un produit de formation efficace, avec la phase de préparation, une phase de conception itérative et une phase de développement itérative. Alors, son atout principal, comme vous l'avez compris, c'est le principe d'itération, de prototypage rapide. Sa faiblesse, c'est l'implication de chacune et de chacun à chaque étape, et donc il faut une validation collective. Bref, deux modèles de conception pédagogique qui semblent en opposition. Bon, je dramatise volontairement la situation, par provocation d'abord, par humour ensuite, car selon moi, cette guéguerre n'a pas lieu d'être. Il suffit déjà de voir les termes communs entre les deux modèles. Conception, analyse, développement. Alors on sait que l'être humain est très binaire et le cerveau cherche à catégoriser et ranger chaque chose dans une case, quitte à opposer des éléments pour faciliter le tri. Alors personnellement, un modèle reste un modèle, donc par définition théorique. Il donne un cadre, une perspective, des principes. Mais selon moi, c'est surtout la manière dont il est utilisé, activé, qui me semble essentielle. Bref, comment il vit. Je préfère donc retenir les principes des modèles pour les mettre en application en fonction de ce qui me convient et de ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, pour le modèle ADI, prendre le temps de la phase d'analyse, simplicité de mise en place et de compréhension par tous les acteurs, structuration des étapes. Et pour le modèle SAM, l'itération, le prototypage et l'application des parties prenantes. Arrêtons de nous crêper le chignon, j'adore cette expression au passage, qui n'a aucun sens. Enterrons la hache de guerre pédagogique et gardons ce temps et cette énergie pour engager nos apprenantes et proposer des expériences d'apprentissage de qualité. Avec Adi, avec Sam et je ne sais qui d'autre. J'ai déjà même entendu le modèle PADI. Bon, plus on est de fous, plus on apprend. Donc créez votre propre modèle sur base de qui vous êtes, ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Parce que c'est celui-là le meilleur modèle, le vôtre. Celui qui vous permet d'avoir le meilleur résultat et la plus grande valeur pour les apprenants, n'est-ce pas ? Merci beaucoup. Alors, oui. vous, Nico, Lio, Adi ou Sam ? Pas Sam. Il n'existe pas celui-là. Ouais, de mon côté, je ne vais pas dire aucun des deux. Je suis assez d'accord avec la démarche que les deux se
complète parce que t'en as dit les inconvénients. Je pense que dans les deux, et je reviens avec ce qui est plutôt ma marotte, ce qui manque, c'est une réelle approche centrée sur les apprenants. La phase d'analyse d'Adi, elle a plutôt tendance à analyser les besoins assez globalement, à se poser quelques grandes questions sur la phase d'analyse, mais à peu creuser et à peu remettre en question ce qui va être développé par la suite. On va se dire, tiens, on doit créer un cours e-learning, on va faire la phase d'analyse pour créer ce cours d'e-learning. Et c'est un peu le problème pour moi du modèle ADI, c'est qu'il ne remet jamais en question la commande de base qui est de développer une formation, développer un cours e-learning, développer autre chose. La phase d'analyse sert à aller dans ce sens-là et à faire le moins mauvais choix. Tu veux dire qu'il manque une phase avant, quoi. Il manque une phase avant, une approche plutôt qu'on nomme qui est complémentaire, mais de Learning Experience Design, où on va vraiment concevoir et remettre en question l'expérience d'apprentissage qui est proposée. Vraiment de se dire quelle est d'abord la coquille globale. Est-ce qu'on va proposer une formation présentielle suivie de coaching avec après une plateforme d'apprentissage autonome en fonction des compétences qui restent à développer, etc., etc. On développe d'abord cette coquille et ensuite on va retomber peut-être sur un modèle comme Adi pour avancer. Ça, c'est la première chose, c'est que ce soit Adi ou Sam ne remettent pas assez en cause la dimension un peu coquille, expérience d'apprentissage. Deuxième chose d'Adi, et là où je suis plus partisan de Sam, c'est effectivement l'approche itérative, le fait de pouvoir avancer au fur et à mesure et de se dire qu'on ne construit pas, surtout dans de la formation en ligne, c'est aussi le cas pour la formation en présentiel, mais la formation plutôt à distance, où on va avoir des temps de conception qui sont assez longs. On l'a vécu, Lionel et moi, lorsqu'on travaillait à l'Université libre de Bruxelles. On était en moyenne entre 6 mois, 9 mois, parfois 1 an, entre la première idée de la formation et puis sa mise en œuvre, pour remarquer malheureusement parfois que la mise en œuvre ne fonctionnait pas aussi bien qu'on l'avait pensé dans les plans d'Adi. Donc là, cette dimension itérative de très vite avoir des prototypes, des choses à montrer, qu'on teste auprès des utilisateurs qui permettent d'améliorer le processus et qui émanent de Sam me semble aussi essentiel, parce que sinon on se retrouve avec des choses qui ne sont pas très efficaces. Et il y a un peu le sunk cost, coût d'opportunité, je pense. À un moment, on a tellement investi dans le développement qu'on se dit « ouais, ça n'a pas l'air super efficace, mais on ne peut pas revenir en arrière ». Et c'est là où l'itération est essentielle. Voilà un peu mon point de vue. Le côté macro et l'itération qui sont importants dans tout ça. Mm-hmm. Toi, Léo ? Moi, ce sera plutôt Adi parce que j'aime bien tout ce qui vient de l'armée. Surtout américaine. Donc, non, c'est faux, évidemment. Mais cela dit, quand tu dis... je trouve Adi très pratique. Je trouve, si on ne sait pas comment approcher les choses pour développer... Oui, si vous devez commencer par quelque chose, c'est peut-être Adi le plus facile à s'approprier. C'est ça, les étapes sont claires. On peut fonctionner en waterfall, c'est pas un drame. Et j'ai l'impression que le SAM viendrait améliorer ça quand on a un peu plus la main sur les choses et qu'on veut les améliorer. Cela dit, pour créer un modèle de toute pièce, je trouve que tous les modèles qu'on pourrait être amené à créer pour qu'ils conviennent, qu'ils rentrent dans notre chaussure, doivent tenir compte de des éléments d'Adi. Donc on peut les approcher de manière itérative, on peut les approcher dans un autre ordre, ou en simultané plusieurs lettres, mais je crois que ces phases sont essentielles, qu'il faut une phase d'analyse, qu'il faut une phase de conception, etc., de développement et d'implémentation et d'évaluation. Mais peut-être pas successive, et c'est vrai que c'est un des travers de continuer à exploiter le modèle ADI de cette manière-là, et on le voit un peu chez nous aussi, chez Sephora, avec ce risque de créer de nouveaux silos. En tout cas, ce risque d'être perçu comme créant de nouveaux silos plutôt que des équipes transversales qui fonctionneraient ensemble dès le départ. Donc je crois que c'est bien de prendre l'un ou l'autre modèle, de créer le sien pourvu qu'il tienne compte des différents éléments qui sont présents dans chacun, et
Je pense surtout que c'est bien, et ça on est plutôt dans le SAM, de fait de pas rester sur quelque chose de linéaire et de très vite faire un genre de life cycle du développement de formation, d'impliquer très tôt ceux qui arrivent très tard dans ADI, donc le I et E, pour avoir quelque chose de fluide et ne pas arriver dans des cas comme tu disais, Nico, où on se rend compte qu'au moment de l'implémentation, en fait, on a tapé à côté et que ça va plus être facile de récupérer le truc. Et surtout, pour moi, ADI, en fait, est de moins en moins pertinent à l'heure actuelle par rapport aux pratiques qui se développent actuellement. Et sur 2 points. D'une part, parce qu'ADI, tu l'as dit, met du temps. Ça met du temps. Et d'autre part, ça silote et ça a tendance à distinguer une équipe de conception et équipe d'experts et d'expertes contenu. Alors qu'on a besoin aujourd'hui de modèles, certes peut-être en passant par les mêmes étapes, mais de modèles qui peuvent directement être appréhendés par des experts de contenu pour qu'ils soient en mesure de concevoir les choses, de vraiment mettre en œuvre leur expérience d'apprentissage et aussi de très vite la tester sur le terrain pour avoir du retour et améliorer au fur et à mesure. Et c'est là où ADI, pour moi, est presque anachronique parce que ne répond pas aux besoins et à la ou tendance avec un temps actuelle. de retard parce qu'avec cet écart entre le A et le I. Oui, mais pour moi, effectivement, ça reste des modèles, mais c'est voir qu'est-ce qu'on met derrière. Parce que je pense que je te rejoins, Léo, par toutes les étapes d'ADI. Mais tu vois, moi, par exemple, voir la coquille ou l'expérience d'apprentissage, ça peut déjà être dans ta phase d'analyse. Mais c'est important de prendre conscience de faire cette phase d'analyse-là. Et pour moi, dans l'analyse, on peut justement aller rencontrer son public et aller voir le besoin. Et après, c'est dans la phase de design de dire, OK, pour répondre à ce besoin-là ou ce contexte-là, on va mettre en place soit un e-learning, soit peut-être pas une formation, autre chose aussi. Mais donc, et là-dedans, impliquer des experts contenus et aller vers Develop pour faire un prototype, revenir faire design. Et donc, je pense qu'il y a... alors, c'est presque plus du ADI. Mais c'est pour ça que je dis, c'est plus les principes, c'est ce que je disais dans ma chronique. Mais en tout cas, savoir qu'il y a une phase d'analyse et qui est importante, parce que souvent, je constate, on est vite parti dans le design, de dire, OK, je dois faire un e-learning sur ça. Mais pour moi, ça, c'est déjà du design. On n'a pas encore compris quel était vraiment le contexte et le besoin. Moi, j'utilise vraiment ADI pour savoir, OK, d'abord, il y a cette étape d'analyse. Et donc, pour comprendre les différentes étapes qu'il y a besoin, mais enlever rendre ces étapes très perméables avec des allers-retours aussi. Dire, OK, je fais une phase d'analyse dans mon design. Ah ouais, mais dans mon design, peut-être qu'il me manque des infos. Je peux retourner vers ma phase d'analyse ou autre, ou impliquer déjà, faire de manière simultanée, comme tu disais aussi. Alors, peut-être qu'on quitte effectivement le modèle ADI tel qu'il était prévu, mais moi, j'utilise vraiment pour ces 5 étapes qui permet aussi rapidement de se l'approprier. Et donc ça, c'est un conseil, si un concepteur ou une conceptrice pédagogique qui n'a pas l'habitude d'utiliser un modèle, dire par où je commence, mais ne fût-ce que dire, OK, je prends ADI pour avoir mes 5 étapes. Et me dire, je passe par ces étapes-là aussi, peut-être en même temps, peut-être dans un ordre différent aussi, et pour l'aspect itératif, pour voir, rien n'empêche de fermer la boucle aussi ADI. Alors je sais que c'est pas comme ça qu'elle est construite, mais c'est pour ça, pour expliciter un peu comment j'utilise ces principes-là, mais ça peut être une boucle ADI. En fait, ton prototypage est dans le I et dans le E, et tu évalues ton prototypage, qui permet de voir que c'est toujours axé sur ton A, que tu réponds bien aux objectifs, et puis tu tournes comme ça aussi. Alors, je pimpe un peu le modèle, je crois qu'on se rejoint aussi, finalement, quoi. Mais c'est pas ADI, c'est un ADI mais version 2 qui se rapproche. Là où ADI m'aide, c'est de me dire, il y a besoin de cette phase d'analyse, cette phase d'évaluation. Et souvent, Monsieur prêche pour sa chapelle, il me semble. Et en fait, juste un point, c'est qu'on parle de 2 types d'analyses qui sont réellement différentes, et une qui est dans ADI, une qui pour moi est vraiment pas dans ADI. Celle qui est dans ADI, c'est comment qui est mon public cible et comment développer une coquille, comme je l'ai appelé, qui répond à leurs besoins d'apprentissage, en effet, en connaissant. C'est l'analyse du contexte, quoi. C'est analyser le Moi, contexte. je l'ai pimpé pour mettre dans Analyze, même si à la base, c'est pas ça. Mais je sais que dans cette phase d'analyse, je dois aller voir ça, quoi. Mais il y a une dimension qui est presque au-dessus et qui permet vraiment de comprendre ce qu'on va créer, parce que souvent ADI à nouveau reste utilisé. On va se dire, je dois créer un MOOC, je vais faire une phase d'analyse
Et donc, je vais comprendre mon contexte sur le sujet de ce MOOC. Je vais comprendre qui sont mes apprenants, quels sont leurs prérequis globaux, les prérequis de la population ou d'un public cible mieux défini, etc. Mais ça ne va jamais remettre en question l'expérience d'apprentissage qui restera un MOOC. Alors, peut-être que ça va remettre en question ce qu'il y aura à l'intérieur de ce MOOC, des aspects plus communautaires, moins communautaires, plus transmissifs, moins transmissifs, plus de projets, moins de projets. On ne remet pas en question l'expérience d'apprentissage globale. Et donc, ça, c'est vraiment... Autant on peut dire, on peut pimper Adi. Là, c'est vraiment un changement fondamental qui me semble essentiel aujourd'hui de penser quand on voit la diversité de ce que peut être une formation ou une expérience d'apprentissage entre de l'informel, du formel, du coaching, du suivi sur le long terme, etc. Il faut vraiment penser ça de manière plus systémique que Adi qui est pensé concevoir une formation ou concevoir un Je pense qu'on prend très vite, excuse-moi Jérôme, je pense qu'avec Adi, on prend très vite ces distances par rapport au public cible. Donc très vite, on développe des outils qui vont nous permettre de représenter ce public cible pour ne plus aller vers lui. Sauf à pimper Adi de la manière... Oui, parce que moi, justement, si quelqu'un vient chez moi et me dit, voilà, je vais faire un MOOC là-dessus, je vais direct prendre Adi, OK, phase d'analyse, quelle est ma marge de manœuvre par rapport à ce MOOC-là? Comment c'est arrivé en disant, il faut faire un MOOC, hein? Sinon, ça peut être direct passer dans la phase de design, OK, je vais mettre là mon MOOC. Donc, je me dis, OK, non, première phase, analyse, est-ce que par rapport au contexte et aux besoins, c'est la manière? Alors peut-être que finalement on se rend compte qu'il n'y a pas le choix, pour des raisons X ou Y, on doit faire le MOOC, et alors on jouera dans ce contexte-là, c'est un élément du contexte, mais se remettre en question cette demande qui arriverait du MOOC fait partie de cette phase d'analyse, quoi. Donc, je crois que le message, en gros, c'est dans tous les cas, ne vous contentez pas d'un Adi version 1. Oui, qui était le cas des... Mais donc, si on prend encore 1 minute, et je vais vous laisser 30 secondes chacun pour, si on a une conceptrice ou un concepteur pédagogique qui dit, moi je connais pas ces deux modèles-là, j'utilise jamais ça, par où je commence en 30 secondes chacun? Quelle est la première phase pour utiliser un modèle, pas un modèle, ou une phase, un principe? Un conseil que vous donnerez à quelqu'un qui doit se lancer dans la conception pédagogique? En tout cas, de pas réfléchir, pas commencer à réfléchir par l'implémentation. C'est-à-dire pas s'enfermer dans comment est-ce que je vais délivrer ce que je dois. Il faut en tenir compte, mais pas s'enfermer là-dedans. Donc, il faudra que ça passe par Teams. Je vais faire cette activité-là parce qu'on a tel outil, on a une licence pour tel outil. Voilà, je fais ça. Donc, ne pas s'enfermer là-dedans et commencer par une analyse plus large, contextuelle et de son public. Moi, ce serait d'aller voir le public cible, lui demander quelle problématique professionnelle le public cible vit par rapport à la thématique sur laquelle on souhaite développer ce projet de formation ou autre, et quelles sont ses pratiques d'apprentissage habituelles. Si elle devait résoudre cette problématique dans un temps assez restreint, qu'est-ce qu'elle ferait? Est-ce qu'elle aurait plutôt recherché sur Internet? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'elle aurait plutôt voir un collègue? Si oui, pourquoi? Et de comprendre là la manière dont les gens le feraient, parce que ça sert à rien de développer à nouveau une formation. On parlait tout à l'heure d'Excel, la meilleure formation sur Excel, si les gens vont beaucoup plus aller sur un moteur de recherche bien connu, faire une recherche, tomber sur une vidéo et utiliser cette vidéo. Et donc c'est là comprendre aussi quelles sont les pratiques actuelles, me semble essentiel avant de développer une formation et très vite prototyper, tester les choses par la suite. Même sans se poser de questions de pédagogie, faites d'abord quelque chose très rapidement en une demi-journée. Allez chercher du feedback. Et du feedback en amont en interrogeant les utilisateurs, du feedback en aval en créant quelque chose, en le mettant dans les mains des utilisateurs. Yes. Et moi, je dirais pour compléter ça aussi, regardez quels sont les outils qu'ils utilisent dans leur vie au quotidien. Essayez de vous raccrocher à ces outils-là. Plutôt que d'aller en créer des autres ou autres. Ancrer plutôt que en créer. Voilà. Oh. Ouais. Donc voilà, coucou les LMS. Ok, merci pour cette chronique. On passe à nos recommandations. Il nous reste 4-5 minutes pour nos recos et conclure. Alors, quelle est, messieurs, votre recommandation de cet épisode? Et je vais commencer par Nico. Alors, ma recommandation, c'est une vidéo qui parle d'une application.
Je vais d'abord vous parler de l'application. Cette application, c'est Rewind. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Ben oui, via la vidéo. Évidemment, on a un Slack sur lequel on partage tout ça. Mauvais lancement, mais c'est pas grave. Pour les auditrices et auditeurs, qu'est-ce que c'est ? Ils ont peut-être pas tous vu, Voilà. donc c'est bien. Qu'est-ce que c'est Rewind ? C'est une application qui va enregistrer tout ce qui se trouve sur votre écran, tout ce qui passe sur votre écran, tout ce que vous regardez, et également tout ce que vous pouvez dire, que ce soit vous-même ou ce qui se passe lors de vos réunions Zoom, Meet ou autres. Et l'application, à base d'intelligence artificielle, va vous permettre de retrouver n'importe quelle information qui est passée sur votre écran. Donc, vous souhaitez retrouver l'article qui adoptait un point de vue intéressant sur l'organisation apprenante, ou vous souhaitez obtenir un résumé de la dernière visioconférence d'il y a 2 semaines avec ses points clés avant la réunion de suivi qui a lieu aujourd'hui, ou même vous souhaitez créer un résumé de tout ce que vous avez fait dans la journée, Rewind, ça va vous permettre de le faire. Rewind, c'est en quelque sorte la mémoire parfaite. Elle va retrouver tout et vous sert cette information comme vous la demandez. Mais au-delà de cette appli, que je vous conseille quand même d'aller découvrir. Alors, moi, j'ai téléchargé l'appli, je n'ose toujours pas l'installer parce qu'il y a quand même... Il y a un petit côté qui fait peur quand Ouais, même. il y a un hein. petit côté qui La fait technologie est impressionnante, mais on se dit, waouh, Alors, ça peut faire peur. Ils indiquent que tout est local, etc. Donc, il y a toute une réflexion. Mais quand même, ma recommandation, c'est la vidéo du youtubeur Léo Duff qui a testé l'outil et qui en a tiré une excellente réflexion à propos de notre rapport à l'innovation technologique. Et dans une course effrénée à l'innovation et au prétendu progrès qu'on entend assez rapidement, est-ce qu'on n'oublie pas nos fondamentaux humains comme le sentiment de nostalgie et le fait de perdre la mémoire associé à ce sentiment de nostalgie? C'est cette réflexion qu'il nous invite et il invite à se poser la question, mais qu'est-ce qu'une mémoire parfaite aurait comme impact sur notre nostalgie? Bref, c'est une vidéo assez intéressante qui vous présente l'outil, qui vous présente ses usages et qui d'une certaine manière, c'est le présent, mais qui a l'air de nous projeter dans le futur et qui nous projette aussi dans une réflexion par rapport à ce futur. Donc voilà, c'est ma recommandation. Parce qu'aussi, ça pourrait, enfin, il ne l'évoque pas du tout, mais être utilisé en formation ou pour l'apprentissage. Est-ce que ça sert encore d'apprendre certaines choses, de prendre des notes sur certaines choses si juste en ayant scanné cette information ou lu cette information, très vite on peut la retrouver? Est-ce que ça sert encore de prendre des notes? Moi, une petite réflexion que je me suis fait suite à la vidéo que tu avais partagée, ça va, je pense, modifier aussi nos comportements, de savoir qu'on est enregistré à tout moment. Là où on peut dire, en fait, je discute avec quelqu'un, on me dit, oui, mais peut-être que l'autre est en train d'enregistrer ce que je dis, il peut aller rechercher ça aussi. Et donc, je pense que ça peut avoir effectivement une influence, parce qu'il parlait même d'un petit pendentif qui existe, qu'on peut mettre, qui enregistre du coup toutes les conversations de notre journée, avec qui, et donc on peut l'interroger en fin de journée, vous dire, j'ai discuté avec un tel, il m'a parlé de tel outil, il m'a parlé de ça ou ça ou ça, qu'est-ce qu'il en était? Donc ça modifie, je pense, quand même aussi l'aspect relationnel. Mais on va pas ouvrir le débat parce que c'est pas une chronique. Mais Lio, je te passe quand même il suffit qu'on soit tout le temps authentique, hein. Comme ça, on n'a rien à se reprocher. Je ne dis pas qu'on n'était pas authentique, c'est juste que ça peut modifier la manière clairement, dont le potentiel est là, mais je crois que le risque, il est plus haut. Je sais pas trop. C'est ce là qui est difficile. Par rapport juste à notre mémoire, et enfin, on le verra déjà probablement avec nos enfants, le fait qu'on filme tellement aujourd'hui toute leur évolution par rapport à même nous, les traces qu'on a de notre enfance, elles se résument à quelques photos, il y a un côté plus précieux, hein, donc ce lien entre la nostalgie. Oui, et puis dans quelle mesure ces souvenirs sont construits aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses. On peut être. On était plus dans la pause avant. Donc parfait, une chronique une recommandation qui en devient une chronique presque pour la prochaine fois en 1 minute. Moi, je vais vous partager ma petite reco et puis Lio partagera évidemment la sienne. C'est un outil qui crée des voix en fait de synthèse, mais vachement bien foutu, hein, Eleven Labs. Donc vous mettez votre texte dans une langue, il peut faire la traduction et puis après vous pouvez choisir la voix qui le crée. Et là où jusqu'à présent on était dans des voix de synthèse, on entendait vite quand c'était une voix de synthèse. Ici c'est quand même vachement bien foutu pour être honnête. Alors mieux évidemment en anglais, même en français il y a pas mal de choses et même j'ai déjà testé en néerlandais aussi. C'est assez bluffant. Et vous pouvez même aussi enregistrer votre voix et il réutilise votre voix dans une autre langue. Donc c'est assez dingue. Il y a une version gratuite qui est limitée en termes de crédit. Enfin, c'est par caractère. Voilà. Tester quoi. Ouais, ça permet de tester pour faire.
Et de nouveau, le potentiel, effectivement, en formation, pour faire des voice-over aussi, ou dans différentes langues aussi, en gardant votre propre voix, c'est assez dingue. Ou pour enregistrer des podcasts quand on n'a pas le temps de Ouais. les enregistrer, on En écrit textuel. juste le Mais en fait, le ici, texte ce n'est et- pas nous, hein, ce sont des voix de synthèse, mais c'est quand même vachement bien fait. Des hologrammes. Donc voilà, évidemment, tout sera en références. description, évidemment, toutes les références sont en description de l'épisode. Lionel, ce qui te reste 10 secondes pour et tu t'en prendras Nico qui a... Vous voulez que je parle de ChatGPT ou bien de Apple? Des deux. Non, un. Allez, ChatGPT. Allez, Apple. ChatGPT, mais et en plus c'est quelque chose, c'est pour une raison d'un problème qu'on a réussi à résoudre grâce à ChatGPT, nouvelle fonctionnalité à deux. On n'arrivait pas dans un fichier Excel à faire un matching entre des données qui étaient sur une page avec des données qui sont présentes sur une autre page, mais à des endroits différents. Alors avec ChatGPT et la fonction qui s'appelle, je sais plus comment, data analytics, je pense, on peut glisser le fichier et demander à ChatGPT dialoguer avec lui pour le faire interagir sur ce fichier. Donc on lui a expliqué notre problématique en lui fournissant le fichier et il nous a rendu un fichier où le job était fait et je trouve ça drôlement pratique, cette capacité à intervenir sur les fichiers. Donc ça nous a fait gagner un temps fou. Oui, et surtout, à mon avis, une formule Excel. Il existe sûrement une formule Excel pour le faire, mais le temps que nous, on trouve comment fonctionne cette formule Excel et qu'on le fasse, en fait, à le demander, surtout qu'on n'a pas vocation à développer spécialement nos compétences dans Excel, c'est juste là, typiquement, on avait ce besoin-là, et en discutant avec ChatGPT, il nous l'a trouvé. Donc, on a perdu rapidement. du temps à mettre en doute la réponse de ChatGPT, mais je pense que c'est une attitude tout à fait prudente. C'est donc, on a vérifié sur les 200 cellules, On a pris on un a dû en échantillon, vérifier 25 malgré tout. Mais voilà, c'était correct et c'était plutôt satisfaisant, ça, Et pour le coup. Lui demander la formule Excel pour le faire, ça pouvait pas être une solution aussi? Je sais pas. Hop. Il y aura encore des épisodes. Si, peut-être, mais là, c'était effectivement le besoin très ponctuel pour ce fichier-là. Mais je c'est pense vrai que si à un moment le besoin se reproduit, dire, en fait, explique-moi maintenant dans Excel comment on fait. Je pense que naturellement, j'aurais ce réflexe-là, si ça se reproduit, dire maintenant, ok, je veux comprendre derrière, là, c'est un besoin ponctuel une fois, et donc trouve-moi la réponse, mais à un moment, j'aurais peut-être, à mon avis, envie de comprendre comment on fait pour être plus autonome pour la suite, quoi. Mais donc, voilà. Donc, pas d'Apple, ce sera pour la prochaine reco, quoi. Comme vous voulez. Top. Et bien voilà, nous arrivons au bout de ce 3e épisode, de cette 3e saison. On a mis un peu de temps à l'enregistrer, mais on prend toujours autant de plaisir à le refaire, évidemment, tous ensemble. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le liker sur les différentes plateformes et d'aller écouter les 35 ou 36 précédents aussi, qui décryptent ou qui analysent le monde de la formation sur différents sujets. Et on se retrouve très bientôt pour un épisode bonus. On vous l'a un petit peu analysé. Bonus, rétrospective, un peu une vision enfin notre vision de la formation en 2023, comment on projette le monde de la aussi. formation en 2024 et peut-être aussi nos bonnes résolutions. Non, ça on fait pas les bonnes On résolutions. peut pas s'engager On va pas- devant le public. Après, c'est le principe d'une bonne résolution. C'est que tu dis que tu le fais, mais tu le fais pas. Tu le fais pendant 15 jours. Sinon, c'est un engagement. Hein, donc, voilà. Ce sera le prochain épisode. Et dites-nous un petit peu comment ça passe en vidéo. En aussi. vidéo, on En vidéo. espère que On c'est est un peu sur crispé. YouTube. Oui, pour nous, c'est un petit changement, mais voilà, on a envie de tester l'expérience. Aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, peut-être que c'est un échec, mais ça fait partie de l'apprentissage. Ouais. Donc, voilà, on essaye aussi de proposer un peu autre chose. Au-delà de l'échec, c'était un plaisir en tout cas. Effectivement. Cool de se chouette. retrouver. Donc, À voilà. bientôt. À bientôt. À très bientôt. Merci Léo, merci Nico. Merci à vous. Jérôme. C'était l'inverse, Salut. mais c'est pas grave. Salut.